Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Je suis très heureux d'être en compagnie de mes trois invités. Charles Mba, ancien ministre du Budget du Gabon, par ailleurs écrivain. Wadane Mahamoud, ancien diplomate, écrivain lui aussi. Et Titus Kofi, écrivain. Merci à vous trois d'être restés avec moi. Une Union africaine forte, c'est une commission de l'Union qui doit être aussi forte. Et c'est ce que prévoient justement les réformes à venir dès 2018. Mais les choses sont-elles aussi simples? Je vous propose d'écouter à cet effet Jean-François Akanji, notre éditorialiste. On en parle après. Aujourd'hui, le projet, c'est de renforcer les compétences de la Commission de l'Union africaine, d'en faire un organe indépendant. On peut en rêver. Je pense que le modèle qui est pris, c'est celui de la Commission de l'Union européenne, qui représente un intérêt de l'Union, au niveau de l'Union européenne. Cet intérêt économique, il y a quoi derrière? Il y a des politiques intégrées, une politique agricole commune, une politique commerciale commune, une politique des transports commune. Il y a une fiscalité commune. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autonomie s'il n'y a pas la possibilité d'avoir un intérêt propre à l'Union africaine. Il n'y a pas d'intérêt propre à l'Union africaine s'il n'y a pas de politique de l'Union africaine, mais ça signifie, et j'aurais fini, que les chefs d'État qui sont là acceptent de transférer une part de leur souveraineté nationale à l'Union africaine. Et c'est là qu'on les attend. Nous sommes là plongés donc au cœur des réformes à venir, notamment celles qui concernent la Commission de l'Union africaine. Nous étions en train de parler justement de la dépendance financière, de la gouvernance de nos États avant la pause. Et Monsieur le ministre voulait nous expliquer comment les choses se sont inversées par la suite, alors que les pays africains aidaient la Corée du Sud. Oui, c'est une. Là, je rejoindrai volontiers Monsieur Kofi. Au fond, ce n'est pas l'aide qui est le problème, de mon point de vue. Oui. Le problème, c'est la gouvernance. Comment est-ce qu'on gouverne? Quels sont les objectifs? Quelles sont les capacités que l'on met en place? Votre rédacteur en chef vient de le dire tout à l'heure. L'éditorialiste était... oui. Il évoquait le principe de subsidiarité. C'est cela. Ça veut dire qu'on doit faire au plus près ce qui doit être fait au plus près. Je veux dire qu'on n'a pas besoin de la Commission de l'Union africaine pour décider de l'école qui sera dans mon village, évidemment. Mais où est l'université africaine que la Commission de l'Union africaine pourrait mettre en place? Une vraie université africaine avec des valeurs africaines qui circulent, avec une littérature africaine, avec de l'archéologie. J'écoutais une émission hier où enseigne-t-on l'archéologie? Pourquoi ce sont des gens de l'extérieur qui viennent faire de l'archéologie sur le continent? Quelle politique avons-nous? Quelle politique avons-nous? C'est très important la question que vous posez. Politique commune, j'entends. Politique commune. Voilà. Et moi, ça me ramène à vous poser la question, d'abord déjà du comparatif philosophique entre l'Union, l'OUA et l'Union africaine. Quand l'OUA a été créée, c'était pour parachever la décolonisation et pour régler les conflits entre les États. Il y avait un idéal commun, un projet politique commun. Mais en 2002, quand l'Union africaine dit « nous voulons accélérer l'intégration du continent pour favoriser son développement », ça veut dire quoi? Quel est le contenu? Pourquoi n'a-t-on pas associé des anthropologues, des philosophes, des intellectuels pour définir un contenu pour ce développement? C'est un problème, excusez-moi, monsieur, c'est un problème. Un philosophe, vous êtes philosophe, vous m'avez dit. Qui décide de se passer de son intelligentsia. La spéculation pour nos chefs d'État, ça ne compte pas. Nous autres écrivains, philosophes, on ne représente rien dans nos pays. Toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique elle-même ne jure que par le pouvoir de l'argent. Mais les États-Unis n'ont pas pu se développer sans leurs penseurs. L'Europe n'a pas pu se développer sans ses penseurs. Cette France dans laquelle on se sent bien, c'est la France de Jean-Jacques Rousseau, de Corneille, de Voltaire, de Victor Hugo. Mais l'Afrique refuse d'écouter ses intellectuels. Son potentiel intelligence. Tout le problème est là. Est-ce que nous avons au poste les hommes qu'il faut? Monsieur Wadane, vous avez rappelé tout à l'heure le rêve de Sélassié, de Nkrumah et tout ça. Et moi, je dis, au fond, où est le problème véritable aujourd'hui? Parce qu'on constate que les États sont abandonnés au vautour du libéralisme sauvage, du capitalisme sauvage. Ils sont abandonnés à la merci des multinationales. Il n'y a pas de rêve commun. Et l'éditorialiste, dans l'émission, dans l'élément, vient de dire, pour que la commission soit forte, il faut qu'il y ait d'abord politique commune en matière de fiscalité, en matière agricole. Il n'y a rien de tout ça. Je pense que le nœud du problème
et Monsieur le ministre, peut-être, acceptera ma petite contribution, oui, c'est le facteur mental. Parce qu'il y a un blocage entre les dirigeants africains. Et pour illustrer mon propos, pourquoi l'Union européenne avance? Ah, moi, je sais pas. Il y a un couple. Il ne faut pas non plus idéaliser l'Union européenne. Il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme. Oui, c'est pour montrer. Parce que le jour où on sait que ce que dira un Ivoirien par rapport à un Sénégalais, ce que dira un Malien par rapport à un Tchadien, ce que dira un Ghanéen par rapport... C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de nos États et à l'intérieur de nos institutions cette rivalité qui fait qu'il va falloir dépasser. Et je suis d'accord qu'il y a lieu de transférer certaines souverainetés, une partie de souveraineté, à la Commission. C'est-à-dire, par exemple, faire une synergie dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je pense mais ça commence à se mettre en place avec l'instauration des commissions. Hein. Il y a aujourd'hui un commissaire chargé donc, des questions éducatives et de la formation. Deuxième chantier, c'est peut-être le premier, puisque j'ai en présence devant moi le ministre, ça serait le premier chantier de l'agriculture commune pour éradiquer la famine en Afrique. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et le troisième chantier, c'est cette diplomatie qui consisterait à s'appuyer sur le droit international et parler d'une seule voix. Voilà les trois chantiers sur lesquels doivent s'apaisantir, je pense, modestement, nos dirigeants et l'élite de demain, essayer de repenser l'Afrique pour une renaissance de l'Afrique. Monsieur le ministre, il a énuméré trois chantiers. Effectivement, il y en a qui sont déjà pris en compte d'une certaine manière par l'Union africaine. On se souvient de la déclaration de Maputo qui veut que chaque État consacre 10% de son budget à l'agriculture. Ce n'est pas suivi par tous les États. Le blocage était où, selon vous? Par rapport aux trois chantiers qu'il a évoqués, la question d'une politique commune, d'une diplomatie commune. Les Africains ne parlent jamais d'une seule voix. Ils étaient divisés sur la Libye quand l'OTAN commençait à bombarder Tripoli, par exemple. Je crois que nous avons une grande difficulté à nous sortir de l'idée de mettre la charrue avant les bœufs. L'Union africaine se construit par la force des choses. Elle est critiquée, mais en 2002, effectivement, elle est sortie des fonds baptismaux. Oui. 2002, c'est 40 ans après l'Union africaine. Donc, l'OUA, vous voulez dire? Oui. Après l'organisation de l'Union africaine. Oui. De l'unité africaine. Oui. On a bien donc pris la mesure qu'il faut réformer. La question, c'est, quand on a décidé de réformer, est-ce qu'on prend le bon chemin, le bon timing? Est-ce qu'on prend les bons sujets? Monsieur l'ambassadeur évoque trois thèmes. Je les approuve totalement. Oui. Il m'en manque un. Oui. Comment on circule entre nous? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un grand projet, je ne sais pas si de libre circulation sur tout le continent. De construction des voies de communication pour aller plus facilement de Yaoundé à Bangui, de Bangui à Addis Abeba, et que ce soit des vraies routes, comme on peut le constater en Europe. En voilà un. Nous nous plaignons de commercer peu entre nous, moins de 2%. Et pourtant, nous avons, et c'est peut-être pour cela que nous établissons le financement de l'Union africaine sur les importations. Mais est-ce que c'est satisfaisant à terme? Non. À terme, l'objectif, ça serait de commercer plus entre nous. Donc vous me posez la question, pourquoi c'est difficile? À mon avis, parce que nous venons avec chacun ses arrière-pensées, chacun ses projets nationaux, nous tentons de la superficialité en disant nous faisons l'unité africaine, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas prêts à nous séparer du peu de souveraineté nationale qu'il faudrait pour qu'il y ait une organisation qui parle avec force. Donc ça, c'est mon regard sur cette faiblesse. Monsieur Kofi, quand vous évaluez aujourd'hui, est-ce que avons-nous atteint maintenant un niveau où effectivement les États, vous sentez que les États sont d'une certaine manière prêts à
laisser une partie de Non, je ne vois pas, je ne vois pas. Je ne vois pas, bien le contraire. Bien le contraire, par rapport aux années 60 et 70, je note un net recul de l'utopie de l'union de l'Afrique. Parce que le rêve unitaire qu'a conçu l'OUA a commencé à s'effriter. Aujourd'hui, plus que jamais, les Africains sont accrochés à des thèses nationalistes effroyables. Dites-vous que 15 ans auparavant, 15 ou 20 ans avant, on avait une compagnie aérienne, Air Afrique. Oui. Air Afrique est devenu comme ça, n'existe plus. Oui. Chaque pays a préféré avoir une petite compagnie, un ou deux malheureux avions, plutôt que de s'intégrer dans un grand ensemble pour développer le transport régional. Monsieur Wadan, j'aime finir Mais ce n'est pas fini, monsieur. Oui, il y a une question que nous ne pourrons pas aborder aujourd'hui. Deux grandes questions pour sortir ce continent-là de sa léthargie. Il y a d'abord, je suis d'accord avec vous, Son Excellence, le travail sur les mentalités. Ce continent a besoin d'une réforme de sa mentalité, une réforme incroyable. Il faut qu'il fasse appel à tous ces spéculateurs pour pouvoir régler ce problème-là. Deuxièmement, là, une question importante, celle de la spiritualité. Voilà un continent qui n'a aucun repère spirituel. L'Africain spirituel, il est ou les musulmans ou il est chrétien. Mais enfin, on n'avait pas de spiritualité à nous. Mais quelle utopie voulez-vous bâtir pour un peuple? Quel idéal de salut pouvez-vous proposer à un peuple qui n'a même pas de sorte spirituelle? Un exemple. Dans aucun pays d'Afrique, vous ne trouverez une place réservée à la mémoire de la traite négrière. C'est un des moments les plus fondamentaux. Oui, c'est vrai, Ouida. Sur 54 États. Agoré, sur l'île de Gorée. Non, Gorée, c'est une place où on célèbre ces choses-là. Mais dites-moi, quel est le pays africain qui a décrété un jour férié dans toute l'Afrique pour commémorer la traite négrière? C'est la France avec Jacques Chirac qui décrète une journée pour commémorer la fin de l'esclavage, pas les Africains eux-mêmes. En tout cas, le 10 janvier, vous croyez que nous allons en sortir avec ça? Le 10 janvier est décrété par le Bénin, journée nationale de Vaudou, pour justement ce retour aux sources, ce retour aux spiritualités. Il y en a combien? Nous sommes 54 pays. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, monsieur... C'est la France qui nous permet d'avoir une journée de commémoration de l'esclavage. Monsieur Wadan Mahmoud, j'aime finir mon émission sur une note positive. Est-ce que je peux constater avec vous que depuis de l'OUA à l'Union africaine, les conflits entre États ont diminué, que même les conflits internes, les conflits qualifiés d'ethnopolitiques ont diminué et que quand même, le continent se pacifie de plus en plus, en dépit des failles, des insuffisances? En ma qualité de premier conseiller de l'ambassade des Comores à Paris, et non d'ambassadeur, je peux dire que de l'OUA à l'Union africaine, l'organisation avance à grandes enjambées. Il y a de l'espoir. Maintenant, il faut canaliser cet espoir par la nécessité d'avoir en commun une vision démocratique, une transparence dans la gestion et enfin une synergie. Et j'en conviens qu'il va falloir transposer certaines souverainetés pour que l'Union, la Commission de l'Union africaine, et permettez-moi, en une seconde, en 1985, on a eu un président qui s'appelait Saïd Mohamed Johar des Comores, qui a été déporté. Après avoir été destitué par les mercenaires français, il a été déporté à l'île de la Réunion. Et il a fallu justement l'intervention de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA à l'époque, sous l'autorité de Salim Mohamed Salim, pour que les Africains organisent une grande conférence en vue de résoudre. Parce qu'à l'époque, il a été placé à la villa de Elbourg, à l'île de la Réunion, donc sous contrôle de la France, et c'est grâce à l'intervention unitaire de l'unité africaine qu'on a pu faire adopter le retour de Johar au Comores. Ça c'est l'OUA, pas l'Union africaine. L'OUA, mais c'est le même. Merci à vous. Wadan Mahamoud, pardon. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate, écrivain, Tibus Kofi, écrivain vous aussi, Charles Oumba, ancien ministre gabonais du budget, écrivain vous aussi. Merci à vous trois d'avoir accepté de participer à ce débat sur l'avenir de l'organisation continentale qui nous est chère à nous tous. Fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci.